Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette émission spéciale consacrée aux maux qui minent le secteur santé en République du Bénin, où des agents sur financement communautaire sur plus d'une dizaine d'années sont sans sécurité sociale. Infirmiers diplômés d'État sous-payés, aides soignants dévalorisés et patients privés de repas au Sumel de Cotonou avec les caissières donc, de cet établissement privé de leur prime de caisse depuis 6 ans. Tout ceci révèle donc une crise profonde. Et sur le plateau, le secrétaire général donc, du Centra-Basse-MS, Sa Majesté Todoté Koudemedo Eric, accompagné donc, de Pinkonsou Jacob. Alors, avec eux, donc, on va exposer les réalités vécues par les travailleurs et interpeller les autorités. Entre témoignages, analyse et débat, cette émission promet un face-à-face sans tabou sur la dignité des aides soignants et l'avenir de la santé publique ici en République du Bénin. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes donc, de Authentique Web TV Média et Révélation Web TV. Alors, bienvenue à vous, SG, sur cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour aussi aux internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, merci bien d'avoir accepté et grêler ces instants de plateau avec nous. Merci bien. Juste en face de vous, donc, nous avons un autre invité, oui. Je suis le secrétaire général adjoint du Centra-Basse-MS. Vous pouvez lever un peu plus avant. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Vous êtes le secrétaire général adjoint donc de Sa Majesté Todoté Koudemedo Eric, je vais y arriver. Alors, Majesté, la toute première question déjà, dites-nous comment se porte le Centra-Basse-MS. Bon, le Centra-Basse-MS se porte très bien. Il faut dire que notre histoire a commencé au Chumel en avril 2024. Voilà. Et après l'expérience du Chumel, nous avions jugé bon conjuguer nos efforts avec les autres collègues des 12 départements. Absolument. Qui vivent les mêmes mots que nous. Donc actuellement, ça a bien commencé et je peux dire que Centra-Basse-MS, après avoir reçu la déclaration d'existence au ministère de l'Intérieur, nous pouvons dire que ça va bien. D'accord. Merci à vous. Quand vous entendez que des agents de santé travaillent sous contrat sans sécurité sociale, sans allocation familiale, que ressentez-vous? Bon, franchement, c'est triste. C'est triste que vous travaillez et au bout des termes, vous voyez que vous n'avez pas une retraite assurée. Et c'est la mort dans l'âme. Franchement, c'est la mort dans l'âme. Et c'est ce que vivent tous les collègues sur financement communautaire, sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. La question reste valable pour vous, monsieur le secrétaire général adjoint. Merci, monsieur le journaliste. Sur ce point, je dirais que c'est triste et c'est criminel et déplorable. C'est criminel, hein, et déplorable. Je mesure bien mes mots, puisque travailler pendant des années, servir toute une nation et se retrouver après sans sécurité de revient de droit, c'est déplorable. Est-ce que criminel n'est pas un peu trop fort? Non, parce que c'est des gens, c'est des humains qui traitent ces dossiers et qui devaient traiter ces dossiers à temps et qui ne l'ont pas fait. Donc ils sont allés contre leurs proches. Ils ont posé des actes qui ont dévalorisé et comment on appelle, décomposé, détruit l'avenir de ces personnes qui sont quand même à leur image. Donc moi je peux dire c'est criminel. De toutes les façons, nous sommes ici pour décrypter, pour mettre à nu tout ce qui se passe donc dans le secteur santé ici en République du Bénin. Alors, SG, avec vous, comment expliquez-vous que des infirmiers diplômés d'État niveau licence soient payés en dessous des agents d'entretien? Bon, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont allés chercher ce principe de fonctionnement dans nos formations sanitaires. Ah bon. Et je veux déjà profiter de votre plateau pour remercier le président de la République, un grand esprit qui dirige notre nation. Et les fonctionnaires d'État, les agents contractuels de droit public d'État,
ne peuvent pas dire que la fonction publique les gère de cette manière-là. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'avènement de la rupture, nous avions eu la chance d'analyser les fiches de paix de nos autres collègues qui, aujourd'hui, au plus bas salaire, il faut le dire pour que nos amis internautes le sachent, le plus bas salaire pour un agent sans qualification, c'est au moins 150 000. Au moins 150 000. Ce que les agents sur financement communautaire ne gagnent même pas dans leur globalité. Je prends même au niveau administratif. On ne gagne pas ça. Donc, l'agent d'entretien sans qualification gagne plus que même un infirmier diplômé d'État. Mais qu'est-ce qui justifie cette disparité selon vous, PG? Moi, je peux dire que c'est une méchanceté. Une méchanceté ou une mauvaise foi de la part donc... Que ce soit mauvaise foi, méchanceté, c'est dans un même panier. Parce que celui que vous dirigez gagne plus que vous. Est-ce que vous le dirigez en fait? Non. Mais est-ce qu'il y a, par rapport au décret qui porte aux revalorisations des salaires là, est-ce qu'il y a des alinéas qui indexent que les agents sur financement communautaire ne sont pas concernés par rapport à ces décisions-là? Non. Donc moi je dis que c'est la méchanceté. Vous êtes infirmier diplômé d'État et l'agent sans qualification, lui il est au moins à 150 000. Les aides-soignants, toutes catégories, que ce soit formés à Paraguay ou non, là, toutes sont à 200 000. Alors que ceux qui ont la licence ne sont pas à ce montant-là. Moi je ne sais pas d'où ça sort là. Et moi je dis que sur le terrain, c'est des choses que l'on cache au ministre de la Santé. C'est des choses que l'on cache au président de... Oui, le ministre de la Santé. Vous insinuez que le professeur Benjamin Humpati n'est pas au courant de ça? Oui, il n'est pas au courant. Je vais vous donner un exemple. Le 2 décembre 2024, nous on a fait un mouvement au Chumel. En ce moment, c'était encore au premier rang, secrétaire général interne, le central au Chumel. Le 2 décembre, là, nous avions fait un mouvement où j'ai fait une déclaration de prête. Et que sur 20 ans, les agents sur le budget autonome, là, les ACBA, ne prenaient pas l'allocation familiale. Suite à ça, je peux dire qu'aujourd'hui, incident clos. Ils ont réglé ce problème-là. Et je crois quand même que cette même répercussion, ça doit aller dans les autres départements. Où, sur la base de notre devise, la fraternité, la justice, le travail, là, on doit se regarder de façon égale. Vous avez vu? Donc, c'est les dénonciations, c'est les écrits qui amènent le ministre de la Santé à prendre ses responsabilités et à demander à qui de droit est-ce vrai ce que les secrétaires généraux ou bien l'intervenant a dit. D'accord. S'ils font les enquêtes, ils verront. Ils feront certainement donc les enquêtes. Alors, avec vous, le secrétaire général adjoint, quelles sont les conséquences sur la motivation et la qualité même des soins apportés à nos concitoyens? Merci, au regard de cet état de choses? Merci, monsieur le journaliste, pour ce point. Oui. Je dirais, quand on parle d'une tolérance zéro, entre-temps, le ministre de la Santé avait initié ce projet. Absolument. Je pense qu'on devait voir les choses depuis la base. Pour avoir une tolérance zéro, il faut bien traiter les agents sur le même droit quand même. Parce que nous avons le droit au travail. Et il faut que chaque travailleur dans un domaine soit bien traité. Si nous prenons le cas d'un infirmier licencié, qu'on recrute sur un financement communautaire, oui, et un agent d'entretien non qualifié, qui est dans la fonction publique, comme le secrétaire général vient de le dire tout à l'heure, il n'y a même pas comparaison de salaire. C'est ça. C'est pas la peine. Comment vous voulez que cet infirmier exerce bien ce qu'il a appris? Il aura un réticence, c'est-à-dire ce découragement en lui de bien faire son travail. Parce que comment il voit l'autre bien traité avec tout ce qu'il faut, les primes de risque, primes de travail, primes de... Et puis lui, il n'a même pas droit au congé. Il n'a même pas droit à son prime de garde, tout ce qu'il faut. Et il est là, il fait le même travail que ceux qui sont dans la fonction publique.
Je pense que notre pays recrute les gens sous forme de diplôme que tu as, c'est en fonction de ça on va te payer. Je pense que c'est comme ça nous fonctionnons au Bénin. Donc, que le gouvernement peut voir ces choses pour que le travail évolue bien dans notre pays. D'accord. Avant de revenir vers vous, SG, Sa Majesté Toloté, et pourquoi l'absence d'avancement et de reclassement pour les administratifs et aides-soignants est-elle vécue comme une injustice? Bon, écoutez, vous êtes 3 types de catégories de travailleurs. Il y a les fonctionnaires d'État, il y a les agents contractuels de droit public d'État. Et là aussi, je dis encore merci au gouvernement parce que ça m'étonne que nos grands syndicalistes là ne reviennent pas sur le plateau pour dire les avancées. C'est qui ces grands syndicalistes? Les syndicats représentatifs là. Vous n'êtes pas représentatif. Mais on vient de naître au plan national. On vient de naître. D'accord, allez-y. D'accord. Mais on ne les a jamais entendus dire que le gouvernement a amélioré leurs conditions de vie. Parce que quand vous prenez le salaire de base, c'est là, c'est connu par rapport à la grille salariale, c'est connu de tout le monde. Et ajouté à ça, vous avez les primes de risque, le rendement, le spécifique, le sursalaire. Et chaque 2 ans, je crois bien, ils avancent. Mais la troisième catégorie de travailleurs là, c'est les agents sur financement communautaire, sous d'autres, ceux on dit agents contractuels sur budget autonome. C'est les mêmes catégories quand même. Mais c'est là où le problème se pose. C'est là où on voit la pagaille entretenue. Sincèrement. Sinon, regardez, je vais vous dire, celui qui est là depuis 20 ans, que ce soit le paramédical, les administratifs, recrutés, qui travaillent depuis 20 ans, gagne le même salaire 20 ans après, et celui qui est nouvellement recruté, lui-même commence par gagner le même salaire que lui. Sans les primes que nous avions intéressés en amont, que son excellence, le président de la République, Patrice Guillaume Talon, permet que les travailleurs prennent. Vous avez vu, quand on dit qu'on a suspendu la grève, c'est bon, on a recadré. Mais à côté de ça, on leur a donné satisfaction. Mais ces syndicats représentatifs là, est-ce qu'en amont, ils pensent à ceux qui, tout au long de leur existence, 20 ans pour certaines personnes, 20 ans pour certains syndicats, 25 ans pour d'autres, est-ce qu'ils ont pensé à ceux qui les ont accompagnés tout ce temps-là, les agents contractuels sur budget autonome? Non. Donc, c'est le surplace que nous constatons par rapport à notre carrière. Et ça, là, le président de la République actuelle ne le sait pas. Parce que quand on dit 20 ans en arrière, c'est pas sa gouvernance. Mais sur quelle base vous vous fondez pour dire que le président de la République n'est pas informé? Est-ce qu'entre-temps, vous avez cherché à avoir une audience au niveau du palais? Écoutez, moi je prends certains exemples. Oui, est-ce que le président de la République voit tous les courriers que l'on lui envoie? Il y a déjà une censure. Parce que moi je me rappelle, le 7 décembre 2021, j'ai ça, et à l'heure là, 11h47, moi j'avais envoyé un courrier au président de la République. C'est bien là, c'est là. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Mais là, c'est là. D'accord. Par rapport à des faits que moi-même j'ai vécu. Il n'a pas vu parce qu'il sait que quand il voit, quand il entend, quand il a les preuves, il agit. Il n'agit pas, il réagit en même temps. Le président de la République, nous on a pris le temps de voir son fonctionnement. La belle preuve, quand nous avons crié à son secours, au Chuvel. Mais quelque chose a commencé par être fait. Voilà. Mais et c'est ce souci que les nôtres, on a eu pour dire que nous avions aussi les autres collègues qui sont dans les autres départements, qui vivent les mêmes choses, peut-être pire que nous. D'accord. Avant de revenir vers vous, monsieur le secrétaire général adjoint, on parle d'aide-soignants poussés à devenir hygiénistes de salle. Est-ce une dévalorisation donc, du métier ou une stratégie déguisée, selon vous? C'est les deux. Ah bon? Oui, c'est les deux. C'est vous qui le dites? Oui, j'assume que c'est les deux. C'est une stratégie mise en place pour dévaloriser un corps, un métier qui est conçu pendant des années après, des années d'études après.
Parce que, prenons le cas des aides-soignants dont on parle, les agents professionnels de l'État dont on parle, c'est des gens qui ont étudié. Il y a certains parmi eux qui ont tenté leur bac, faute de l'avoir, ils ont changé de stratégie et ils ont fait leur entrée dans une école professionnelle de l'État. Ah bon. Je me rappelle bien, le FMS Parakou, c'est une école de l'État. Il y a un décret présidentiel pour la création de cette école, je pense en 2009. On a le décret qui est là. Comment on peut prendre un citoyen qui étudie dans son pays et qui a son diplôme? Il sort maintenant pour travailler, on lui dit son diplôme, que le ministère qui doit le recruter a un souci avec son diplôme. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. On a demandé des audiences, les gens ont demandé des audiences pour rencontrer le ministre, mais rien n'a été fait. Vous voulez dire que vous baignez alors dans un flou artistique? Bien sûr, parce que les gens nous utilisent, les gens nous manipulent, on ne comprend plus rien. Tout récemment, je me rappelle, ils ont fait une sortie médiatique, je pense, le ministre de la Santé, où il a tenu un propos, il nous a expliqué, des choses, parce que les gens, dans la foulée, ont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les aides-soignants formés à Parakou? Il a dit que la formation de l'EFMS Parakou a été une formation de tricherie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on a cherché à comprendre ce qu'on appelle une formation de tricherie. Une école d'État qui forme bac, parce que c'est plus 3 ans après, où la direction générale des études, des diplômes d'équivalence donne la certification pour ces gens-là de continuer leurs études universitaires, arriver au niveau des écoles, au niveau supérieur, les gens les bloquent. Pour leur dire, il y a un souci. Je ne sais, c'est comme s'il y a une malcompréhension entre le même système, au niveau des mêmes autorités, il y a une malcompréhension où d'autres donnent l'accord et il y a d'autres qui refusent. Et c'est pour mettre à nu donc sur toutes ces malcompréhensions que nous sommes ici. Alors, quelles sont les conséquences selon vous sur la formation, pour la formation médico-sociale, j'allais dire, l'avenir des jeunes diplômés? Je dirais simplement qu'il y a certaines autorités de notre pays qui ont dans leur tête cette manière de sacrifier une grande partie de la jeunesse béninoise. Parce que si nous prenons toujours le cas des agents de l'UFMS Parakou, le produit qui a été formé là-bas, les aides-soignants diplômés d'État, ils sont plus de 3000 et quelques jeunes. 3000 et quelques jeunes qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui ne peuvent pas passer un concours d'entrer dans la fonction publique et qui ne peuvent même pas continuer les études. Parce que si tu es quelque part où tu es bloqué, il faut chercher des portes, il faut avoir l'opportunité quand même de dépasser ce niveau. On les bloque à ce stade, on ne veut pas les utiliser. Donc c'est une manière de bloquer, c'est-à-dire de sacrifier cette partie de la population. Mais j'insiste, et je rejoins ce que le secrétaire général vient de dire tout à l'heure. Nous savons très bien, avec conviction, que le président de la République, M. Patrice Talon Guillaume, n'est pas au courant de cette situation. Parce qu'on sait bien comment il agit. S'il était au courant de ça, il allait réagir automatiquement. De toutes les façons, nous allons vous donner la possibilité de vous adresser à lui via notre canal tout à l'heure, dans une poignée de minutes. Alors, SG, avec vous, vous avez saisi entre-temps les autorités gouvernementales concernant votre dossier judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, monsieur le général, mais avant de répondre à cette question, je voudrais aborder un peu dans le même sens que les oui, allez-y rapidement. Mon adjoint, rapidement. Il faut dire, les hygiénistes de salle qui sont en vogue actuellement, combien de temps de formation ils ont par rapport... Combien de temps de formation ils ont eu? C'est à peine 6 mois. Maintenant, de façon académique, vous et moi, est-ce que celui qui a fait, même s'il a le BPC, et qu'on lui donne une formation de 6 mois, est-ce qu'on peut comparer à quelqu'un qui a fait 3 ans de formation? Non. Hygiéniste de salle, on peut dire à un agent d'entretien, de façon moderne, ils ont habillé. Mais les autres, ils ont des cahiers de charges précis. Ceux qui avaient fait 2 ans, on les a ramenés à compléter un an de formation pour que ça fasse les 3 ans. L'État leur a donné l'équivalence. D'accord?
le problème ne se pose pas. Maintenant que d'autres jouent sur le terrain, sur ce qu'a dit le ministre de la Santé, moi je suis désolé. Entre une parole et une décision, hein, on ne peut pas comprendre. Nous sommes sur un terrain de droit et de loi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le ministre dont on parle qui dit que lui ne le reconnaît pas, est-ce qu'il y a un arrêté ministériel, hein, venant de lui qui est suspendu ces contrats, ces diplômes-là, qui a annulé ces diplômes-là? C'est non, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas se baser sur la base de parole. Je voudrais que, à cela, hein, que chacun ramène la balle à terre. Il y a déjà quelque chose qui est en train de savoir raison garder. Oui, que l'on continue. Parce qu'on est en train de créer des conflits de génération de corporations. Hygiénistes de salle et aides-soignants ne pourront jamais s'entendre quand l'injustice est au milieu. On doit éviter ça sur notre terre de la fraternité, de la justice et du travail. On doit éviter ça au milieu. Alors, pour mettre... Non, attendez d'abord, pour mettre un bémol à cette première partie déjà de cette émission, vous avez certainement quelque chose à compléter Bien sûr, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Je vais compléter rapidement quelque chose par rapport à ce point. Prenons le cas de l'EFMS Paracourt, cette école. Quand on parle des aides-soignants formés à l'EFMS Paracourt, je pense que cette école, c'est une école, avant d'entrer à cette école, il faut avoir 18 ans. Et il faut avoir le BEPC tout au moins. Tu rentres dans cette école, tu fais 3 ans. Il y en a qui ont fait 2 ans et qui sont revenus se faire compléter. Ils ont complété leur formation et ça fait 3 années de formation. Maintenant, si nous parlons du contenu de cette formation, c'est le même programme. Vous connaissez l'école, c'est SNIAP de Paracourt. C'est l'école qui formait les infirmières adjoints du Bénin avant. C'est le même statut. C'est le contenu du cours, du programme que ces aides-soignants ont suivi. Les soins infirmiers, les soins obstétricaux, le nursing, tout ce qu'il faut. Donc, on ne peut pas considérer, comparer un aide-soignant formé à Paracourt par rapport à un hygiéniste de salle. Puisque je ne comprends pas. Puisque quand vous prenez même les infirmiers licenciés, mais c'est le même programme. Je vais vous dire ce qui se passe là. C'est le même programme parce que tous les cours... Vous avez encore une minute? Bien sûr, monsieur le journaliste, je le sais très bien. C'est le même programme. Mais c'est le BPC. On sait que le BPC, dont les autres, on les a permis quand même de rester à la surface. Ils ont le même programme, les mêmes cours, les seuls infirmiers, tout ce qu'ils ont appris, ils sont devenus infirmiers licenciés. Mais chez les autres, on sait qu'ils n'ont pas le BPC, donc ils n'ont pas leur licence, donc ils ont appris les B.A.B.A. Donc ils sont au point pour assister ces infirmiers. Donc en réalité, on devrait parler des infirmiers adjoints et non les aides-soignants. C'est un nom qui a été transformé rapidement quand même pour effacer ce qui ne va pas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois donc, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de Révélation Web TV, Authentique Média TV, sur cette émission spéciale consacrée aux maux qui minent le secteur santé en République du Bénin. Deuxième partie donc de cette émission avec vous, monsieur le secrétaire général du Centraba, MS. Vous avez saisi les autorités gouvernementales entre-temps concernant votre dossier judiciaire. Parlez-nous-en. Merci, monsieur le journaliste. Bon, ce serait un péché si j'aborde ce dossier, si je ne revenais pas en arrière par rapport à ce que vivent les collègues sur le terrain. Alors, vous avez vu, rapidement, je vais vous dire, quand vous prenez les financements communautaires dans les centres de santé, supposez si quelqu'un tombe malade par exemple, ils n'ont pas tous les plateaux techniques. Posez-vous la question, comment celui-là se fait soigner dans les autres centres? C'est sans prise en charge et puis on est obligé de se cotiser entre nous pour porter solidarité à ce dernier-là pour qu'il se fasse soigner. Mais vous êtes dans le corps de la santé. Or, l'injustice là, c'est criard parce que les autres fonctionnaires d'État et agents contractuels de droit du public d'État là, ont droit des prises en charge et partout où besoin sera, ils y vont. Mais tel n'est pas le cas des financements communautaires là. Vous avez vu. Donc, on souffre déjà sur la prise en charge sanitaire là, c'est déjà une ségrégation. 2, le SMIC là,
pour beaucoup, 52 000 là, c'est la somme de prime de salaire de base, prime de risque, rendement, tout. Nous on a dit non. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, souffrez que des gens gagnent en dessous de 52 000 dans nos centres de santé, dans le Bénin là. Ah bon? Et quand on dit, hein, bah, je ne cache pas, le ministre de la Santé, c'est que, moi je dis chaque fois la vérité. On les menace. Si jamais nous vous apprenons que vous avez parlé et qu'on nous dit que c'est telle personne qui a parlé, on le renvoie. Avez-vous la preuve de vos allégations? Mais c'est le quotidien. Même mes syndiqués à moi-même, on les menace. Si c'est là que vous suivez là, vous aurez des problèmes. Or, je vais vous donner un exemple pour montrer comment les gens aiment le chef de l'État. Nous avions fait une élection au Chumel, qui était encore aux affaires là-bas. Et pour les délégués là, moi j'ai mis la liste de la rupture qui prône les bonnes actions du chef de l'État. Est-ce que vous voyez? Mais sur le terrain, malgré la panoplie de syndicalistes là, la rupture est sortie en première position. Ça veut dire que les gens aiment le chef de l'État. Ils savent que ce qu'ils vivent, les agents sur financement communautaire savent que ce qu'ils vivent là ne dépend pas de l'homme de l'État. Pas du tout. C'est pour ça que nous avons choisi ce canal-là pour dire ce qui ne va pas, qu'on corrige le salaire, qu'on soit en phase avec la réglementation en vigueur. Voilà. Et je reviens. Oui, vous sautez sur le dossier judiciaire. Le dossier, il y a eu des soucis. Où je prépare la direction générale du travail. On a fait le temps qu'il faut et le dossier a abouti au tribunal. On a fait plus de 5 ans là-bas. La décision est sortie en 2019. Et après, j'ai pris l'attestation de non-appel. Cette décision-là, hein, j'ai écrit, hein, j'ai fait une communication conjointe. Et c'est là, au ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, le ministre des Finances, le ministre d'État, je leur ai notifié ça. Oui, je vais peut-être permettre à mon réalisateur de... C'est bien cadré. Excusez-moi, on va permettre... Et ça, le 4 novembre, 4 novembre 2020, je leur ai notifié ça. Oui. Est-ce que vous voyez? J'ai notifié ça. Hein, parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais à côté de ça, là, ceux qui sont animés de mauvaise foi, au vu de mes actions contre leur malgouvernance, hein, se sont dit, tant que les autres, ils sont là, on ne va jamais me payer moi mes sous. Donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu mon argent. D'accord? Ils sont allés même à l'agence judiciaire du Trésor. Hein, vous voyez un peu, je sais quelle université ils ont fait, une décision de justice, hein, où on a eu l'attestation de non-appel. 3 ans après, on contre-attaque le dossier pour dire qu'on veut reprendre. C'est possible, l'agence judiciaire a refusé, hein, de me payer l'argent. Il y a une commission aussi qui est assise par rapport à cet argent-là, hein, par rapport à mes droits, et la commission n'a pas refusé. Maintenant, j'ai demandé reversement à titre spécial. Et dans ça, j'ai fait cas d'une partie de mes actions sur le plan de la sécurité publique. Mais je m'étonne que les gens sont allés encore retirer moi mon nom. La liste. Alors qu'au ministère, ils avaient fait, c'est ce que je vis depuis près de 15 ans, hein, quand on voit mon nom, quelque part on retire. Le ministre de la Santé, merci bien à lui, merci bien à lui, quand je suis allé l'année passée pour voir que, est-ce que mon nom entend, quand je l'ai saisi à nouveau, si mon nom est sur la liste, la surprise était grande. Les gens commençaient par me parler, félicitations, finalement tu vas souffrir. Mais mon nom était là, mais à la fonction publique ça a été retiré. Non plus par la ministre de la fonction publique, mais par le secrétaire général adjoint, qui m'envoie une lettre datée de plus d'1 an, signée par lui pour me dire que je ne suis pas qu'on appelle éligible. Mais face à tout ça, quelle conduite avez-vous tenue? Bon, je viens par ce canal demander au ministre de la Santé, qui me connaît très bien. Vous avez regardé dans cette caméra-là? Parlez au ministre. Le ministre de la Santé me connaît très bien. Il sait ce que je fais sur le terrain. Je ne viole pas la loi. Je suis en phase avec la loi de ma nation. Est-ce que vous voyez? Donc, ça là, il n'a qu'à voir son homologue de la fonction publique, qui est une grande croyante, madame Adidas Matisse. Le dossier là, ils n'ont qu'à
prendre leurs responsabilités, laisser et se démarquer de ce que font les collègues là sur le terrain. Tant que ce n'est pas eux, moi je ne serai pas reversé. Entre eux et le ministre de la Santé et la ministre de la Fonction publique, qui est alors l'autorité? Alors, Majesté, dites-moi, est-ce que cette affaire est une affaire personnelle ou un combat syndical qui dépasse votre personne? Bon, est-ce que... Parce qu'à vous écouter, on sent quand même que vous êtes vraiment frustré au plus profond de votre âme. Bon, vous savez, un combat syndical. Parce que lorsqu'il y avait les grèves perlées au Bénin, où on fermait les hôpitaux, j'étais encore à la touche, je n'avais pas encore repris service. J'ai pris l'initiative de créer un syndicat qui ira contre les grèves et permettre aux patients d'être reçus dans les centres. J'ai donné cet exemple à Saint-Père Chumel, et je dis bravo à Dabakwe, qui était et à Ziaïv, à JP, Roger, qui vraiment, malgré les ordres des centrales là, faisait tout pour qu'il y ait quelque chose, un dispositif pour recevoir les gens. Parce que nous voyons les gens mourir, un bébé dans le ventre. Donc, ces luttes-là, où les gens ont vu que Majesté prenait des dispositions pour casser les grèves, ça joue contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui se sont vus fragilisés font de la vengeance jusqu'à l'heure où nous parlons. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que moi je suis sorti du cadre où mes dossiers ont été volés, mes dossiers ont été retirés pour dire à titre spécial d'aller vers ces autorités judiciaires-là pour poser des questions sur moi. Ils verront que j'ai été et je demeure un patriote, malgré tout ce qu'ils font. Est-ce que vous avez vu maintenant qu'on a continué le combat syndical? Ils n'ont pas atteint moralement, non, j'ai un mental de fer là. Je n'ai pas une conviction à géométrie variable, pas du tout. Je suis un patriote, mon papa il est militaire. Mon grand-père est gendarme, mon grand-frère dans l'armée, les bérets rouges. Donc moi j'ai juste choisi ce côté silencieux de la police pour continuer à leur côté. Donc à ce faisant-là, je dis, c'est mauvais de ne pas me rendre justice. Ils violent les principes de notre loi fondamentale qui joue sur la fraternité, la justice et le travail. Je ne cesserai jamais de le dire. D'accord. Sa Majesté Toloté Koudomeno, Eric. Ouais. Alors, vous demeurez un vrai patriote. Vous l'avez dit. Tout à fait. Le cas Chumel, la suppression des repas pour les patients et le personnel de garde, que révèle cette décision? Est-ce que une question de budget ou un manque de considération pour la dignité humaine? Très rapidement avec vous. Bon, aujourd'hui... Oui, allez-y, vous voulez. Non, la parole. D'accord, allez. Aujourd'hui, je suis fier qu'on est en train de faire la promotion du droit des patients. D'accord? Et c'est une bonne chose de reconnaître le droit des patients. Et à cela, je salue l'humaniste sanitaire, Mme Nonouk Annick, qui a commencé quelque chose au Chumel. Ce que ça lui a valu, j'étais à ses côtés, je le sais. Mais aujourd'hui, c'était un combat personnel pour lui, mais c'est devenu quelque chose de légiféré, où les patients, on leur reconnaît leurs droits. Maintenant, dites-moi, parmi les besoins vitaux, il n'y a pas la nourriture se nourrit. Vous me posez la question? Oui. Non, c'est moi qui pose les questions. Ah ben non. D'accord. Mais, je dois poser cette question. Les besoins vitaux, nous avons se nourrir dedans. Maintenant, si nous parlons des droits des patients, et qu'à côté, on supprime le repas à ces patients qui sont hospitalisés, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une vibration en opposition de part de ce même principe? D'accord? Donc, moi je ne dirais pas que c'est une mauvaise gestion. Non. Vous savez, au Chumel, il y a une grande réalité. Les gens viennent là parfois sans argent et on les reçoit. Parfois, d'autres n'ont pas l'argent des soins et ils partent sous décharge, engagement de dette. Ça là. Vous pensez qu'une structure dans sa productivité peut tenir, mais si nos autorités ne peuvent pas expliquer les choses, c'est le lieu où le syndicat doit relayer. Le syndicat doit défendre l'administration qui est en difficulté. Parce que les patients viennent, ils ne paient pas, on ne peut pas les garder. On les garde
l'hôpital sortira sur les réseaux sociaux qu'on a emprisonné des gens dedans. Mais ceux qui le disent là, est-ce qu'ils amènent des gens pour payer la dette de ces personnes-là? Non. Donc, l'hôpital est en difficulté. Par rapport à ça, le repas là, on a pris une prestation, on a fait une prestation. Et dans cette prestation-là, ça a dépassé. C'est des millions de dettes. Et le directeur a été obligé de suspendre cela d'abord. Mais le SUMEL, c'est pour l'État. Pourquoi ne pas l'aider? Sachant que le SUMEL fait le regroupement social. Pourquoi ne pas l'accompagner? C'est la question. Bon, c'est vrai que c'était une maison où on a indiqué, on a interdit que c'était pas grave. Mais non, ça a changé maintenant. Ça a changé maintenant. D'accord. Alors, SGA, avec vous, augmentation du salaire et suppression des primes, est-ce une avancée ou un recul déguisé? Et quelles revendications portez-vous aujourd'hui pour un équilibre juste? En abordant cet aspect de choses, moi je dirais merci d'abord au président de la République qui quand même fournit beaucoup d'efforts pour les travailleurs de façon générale dans le pays. Mais quand même, tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a une grande partie quand même de ces travailleurs qui sont oubliés. Parlons des sous-financements communautaires, les agents sur financement communautaire, les agents sur budget et autonome. Voilà, quand on parle des cas des hôpitaux. Ceux-là, ils n'ont pas de revenus qu'il faut. Ils ne sont pas dans des conditions qu'il faut. Ils travaillent malgré eux. Ils se forcent pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais quand même, ils n'ont rien de retour. Parce qu'on les paye, ça ne leur suffit même pas quand même pour payer le loyer. Or, c'est des gens qui ont des familles comme les agents de l'État, qui vivent dans les mêmes conditions que tout le monde, mais qui sont oubliés. Que les gens quand même pensent à ceux-là pour que le domaine des travailleurs du Bénin soit un peu amélioré. Alors, si vous avez un message direct à porter à l'endroit du gouvernement, quel serait ce message-là? Vous regardez dans cette caméra. Merci, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Pour conclure rapidement, je dirais au chef de l'État, monsieur Patrice Talon Guillaume Athanase, merci beaucoup, parce que c'est lui le père de la nation. Et il fait beaucoup, on l'a dit à plusieurs fois sur le plateau. Nous avons quelque chose quand même à lui demander. Qu'il revoie quand même son entourage. Je veux parler des ministres qui l'entourent. Et que chacun de ces ministres lui permet quand même de voir derrière de ce qui se passe au niveau des travailleurs. Prenons le cas de la santé. Nous parlons tout à l'heure des agents sur financement communautaire, que le chef de l'État quand même soit au courant de ce qui se passe et leur permettre quand même de vivre un peu comme les autres travailleurs. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à vous donner. D'accord. Toujours en face de vous, le secrétaire général, Sa Majesté, oui. Oui. La question reste valable pour vous. Pour moi, je peux dire que avant d'aborder le message vers le président de la République, que nos autorités, au niveau du SUMEL, sachent raison garder. La suppression de la prime de caisse aux caissières, ça ne répond à aucun principe. D'accord. Non, on a dit, le budget est voté, leur ligne est bel et bien dans le budget, mais on dit que une décision il y a 20 ans, parlait d'une caissière. Est-ce que vous voyez? J'ai encore 2 minutes pour conclure cette émission. Maintenant, si c'est une ancienne décision, alors que sur plus de 2 décennies, les caissières recevaient leur prime, est-ce qu'il ne fallait pas actualiser? Au lieu de ça, on a préféré supprimer. Et cette frustration demeure jusqu'aujourd'hui pour nos caissières-là. On a déjà écrit et fait des démarches, mais quand après des négociations, c'est le niveau maximal qui passe. Et on ne voulait pas en arriver là. Maintenant, mon message à l'endroit du gouvernement. Oui. Vous avez 30 secondes, allez-y. Merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la nation béninoise. Je peux dire que le concept refondation, c'est maintenant que ça a commencé. Il y a eu rupture
mais c'est la refondation. On a rebâti le Bénin. Le Bénin a une autre image. Et à travers cette image-là, moi j'aurais aimé qu'il préserve à 100% la dignité humaine à travers la revalorisation des agents sur financement communautaire, oubliés dans les prises en charge sanitaires, oubliés dans la perception d'un salaire humain. Merci et bon vent à lui pour le reste à faire pour notre pays. Merci beaucoup à vous, SG, le secrétaire général. Merci également à vous. Amis internautes, nous avons entendu des vérités crues, des témoignages qui révèlent les fractures profondes du secteur santé ici en République du Bénin. Agents sans contrat, infirmiers sous-payés, aides-soignants dévalorisés, repas supprimés au Chumel de Cotonou. Autant de réalités donc qui interpellent notre conscience collective. Mais au-delà des constats, c'est un appel à la responsabilité qui résonne. Responsabilité des autorités, des syndicats et de chacun de nous, citoyens, pour défendre la dignité des travailleurs et la qualité même des soins apportés à nos concitoyens. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission spéciale. Prenez le rendez-vous pour une autre fois. Merci. Merci ciao, beaucoup. ciao. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bien, ce sera tout. Merci. Allez, bye bye.